Bonjour, bienvenue sur NTD Actualité. Depuis les années 70, l'impact sanitaire des réseaux mobiles et plus récemment de la 5G suscite débat et inquiétude chez les scientifiques. L'Union européenne, quant à elle, est confrontée aux problèmes de sécurité liés à cette technologie et envisage une interdiction totale de Huawei en Europe. Depuis l'arrivée du premier téléphone portable par Motorola dans les années 70, ces machines sont devenues indispensables dans notre vie quotidienne. De la première génération des réseaux cellulaires jusqu'à la 5e, des craintes quant à leur effet sur la santé ont été soulevées, en particulier concernant la 5G. Bien que les entreprises de télécommunications et les organismes de réglementation insistent sur l'absence de preuves scientifiques établissant un lien entre les radiations du réseau cellulaire et les problèmes de santé, certains experts sont en désaccord. En 2017, une demande d'évaluation indépendante des risques sanitaires potentiels de la 5G a été formulée par 180 scientifiques et médecins internationaux auprès de l'Union européenne. Depuis les années 70, ces études ont révélé des liens potentiels entre le rayonnement des téléphones portables et divers problèmes de santé, comme l'infertilité, les troubles neuropsychiatriques, le cancer et les maladies inflammatoires. Cependant, les conclusions sont variées, et l'examen des différentes sources de financement de chaque étude suggère une tendance. Henry Lai, chercheur à l'Université de Washington, a examiné 200 études sur les effets biologiques des radiations des téléphones portables. Il a découvert que la moitié d'entre elles ne rapportait aucune association biologique, tandis que l'autre moitié indiquait une association. Lai rapporte que 3/4 des recherches non financées par l'industrie montrent un effet. A l'inverse, si l'on regarde les recherches financées par l'industrie, seulement 1/4 met en évidence un effet. Des études sur les animaux ont également mis en lumière les risques potentiels pour la santé liés aux technologies 2G, 3G et 4G. En 2018, une étude de l'Institut national américain des sciences de la santé environnementale a révélé que des niveaux élevés de rayonnement 2G et 3G étaient associés à un risque accru de cancer et à des effets néfastes sur l'ADN chez les rats. Avant l'implantation de la 5G en 2019, certaines études ont suggéré une corrélation possible entre l'utilisation intensive des téléphones portables et le glioblastome, une forme de cancer du cerveau. De plus, des problèmes neuropsychiatriques ont été signalés chez des résidents vivant à proximité des tours de téléphonie mobile. Outre les dangers sanitaires directs, cette technologie amène également son lot de préoccupations liées à la sécurité. En effet, le poids lourd chinois des télécoms Huawei suscite l'hostilité d'un nombre croissant de pays qui redoutent que l'équipementier ne serve de cheval de Troie à la Chine et ne l'aide à espionner les puissances étrangères. L'Union européenne envisage de bannir Huawei et toute autre entreprise posant un risque pour la sécurité de leur infrastructure 5G, suivant ainsi l'exemple des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande ou encore du Japon. Malgré l'interdiction de Huawei dans les réseaux 5G de certains pays membres de l'UE comme la Suède, le Danemark, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Royaume-Uni, d'autres tardent à prendre des mesures sanitaires, une situation qui n'est pas sans inquiéter les députés européens. Hier, la Banque centrale du Royaume-Uni a relevé ses taux d'intérêt plus que prévu pour lutter contre une inflation tenace. La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt d'1 demi-point de pourcentage pour les porter à 5%, un niveau inégalé depuis 15 ans. Cette décision a surpris les économistes qui s'attendaient à une hausse plus faible d'1/4 de point de pourcentage. Le gouverneur de la banque a déclaré que si l'économie britannique se porte mieux que prévu, l'inflation reste trop élevée. Les chiffres officiels de mercredi montrent que l'inflation des prix à la consommation est restée inchangée à près de 9% en mai. Le mois dernier, la Banque centrale prévoyait que l'inflation tomberait à un peu plus de 5% d'ici la fin de l'année. Des rapports en provenance de Grande-Bretagne révèlent que certaines écoles permettent aux enfants de s'identifier à un chat, un cheval ou même une lune. Et dans une école, d'autres élèves qui refusent d'accepter une identité animale ont été réprimandés par leur professeur. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. Une vidéo virale montre un enseignant britannique réprimandant des élèves qui refusent que leurs camarades s'identifient à un chat. Cela peut sembler fou, mais la situation s'est réellement produite. Depuis, les témoignages de parents racontant des expériences similaires se sont multipliés. Lucy Marsh, responsable de la communication pour le Family Education Trust, a déclaré que ce phénomène était lié à la promotion de l'idéologie du genre. S'ils disent aux enfants qu'ils peuvent s'identifier sans tenir compte de la réalité et être autre chose que ce qu'ils sont à la naissance, la prochaine étape logique est de s'identifier en tant que non-humain. C'est une évolution inquiétante. Pourquoi les enseignants coopèrent avec cela ?
Beaucoup d'instituts de formation initiale des enseignants sont influencés par des organisations telles que Stonewall et d'autres organisations LGBTQ qui promeuvent toutes ces choses pour former les nouveaux enseignants. L'association LGBT Stonewall propose sur son site internet des conseils pour l'utilisation des néopronoms. En 2021, le New York Times a cité ce qui peut se traduire par chaton ou moi chaton comme exemple de néopronoms. L'idée des identités non humaines s'est largement répandue dans les médias sociaux. Certains influenceurs se sont identifiés à des arbres ou à des animaux. Selon les élèves, cela s'est ensuite répandu dans la vie réelle. Marsh ajoute que les adultes doivent intervenir. Les parents doivent vraiment unir leurs forces pour se plaindre. Et si vous n'obtenez pas satisfaction de la part du chef d'établissement, alors vous devez aller plus loin et écrire au gouverneur de l'école. Et si l'école fait partie d'une académie, au directeur des académies et également prendre contact avec votre député. Marsh a également déclaré qu'une part importante de l'amour que l'on porte à ses enfants consiste à fixer des limites. Et cela signifie dire non aux enfants s'ils font quelque chose qui va à l'encontre de leurs intérêts. Malcolm Hudson, NT d'actualité, Londres. Le sentiment d'appartenance à un sexe ou à un autre est-il modifiable ou génétiquement déterminé? C'est la question à laquelle a cherché à répondre notre journaliste Laetitia Rodriguez lors de sa rencontre avec le docteur Dominique Chaton, psychiatre, psychothérapeute de la Fédération des médecins suisses et sexologue clinicien. À l'heure où de nombreux médias et institutions présentent la transformation chirurgicale comme une solution idéale aux dysphories de genre, le docteur Chaton propose à ses patients une alternative à la table d'opération qui repose sur un travail sexo-corporel. Le sentiment d'appartenance à son sexe biologique serait une perception modifiable, intrinsèquement liée au sexe biologique. Selon le docteur Dominique Chaton, psychiatre et sexologue à Genève, ce sentiment ne serait pas stable et pourrait évoluer, s'affaiblir ou se développer davantage au fil du temps. Une de mes collaboratrices avait fait sa formation auprès du professeur Jean-Yves Desjardins. Et elle m'a invité à aller à un des séminaires que le professeur menait. Et là, une des premières questions que j'ai eues quand on a mangé en face à face, c'est est-ce qu'il existe donc il enseignait le sexo-corporel, est-ce qu'il y existe quelque chose par rapport au traitement des patients qui souffrent de transsexualisme. Puis là, il m'a dit qu'il en avait suivi une quinzaine, qu'il avait aidé à se sentir dans leur peau avec succès. Alors évidemment, ça m'a énormément intéressé. Et alors nous avons mis sur pied un séminaire dévolu à cette question, qui a compté une soixantaine d'heures sur les 5 ans que nous l'avons mené, et où justement nous avons travaillé sur cette question. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire mes armes en utilisant le sexo-corporel pour les patients qui étaient d'accord d'utiliser cette alternative au traitement hormonochirurgical. L'approche du docteur Dominique Chaton lui a permis d'en conclure qu'il était possible pour une personne qui ne se sent pas en adéquation avec son sexe biologique de retrouver une harmonie, pour autant que cette personne soit prête à se consacrer à une thérapie impliquant l'investissement des organes génitaux. Alors, c'est pas les thérapies les plus faciles, c'est pas ce qu'on va donner à un débutant, c'est une thérapie complexe, mais qui n'est pas une thérapie qui va durer énormément. Une fois qu'on travaille bien, le changement peut s'opérer assez rapidement. Ça prend du temps pour mettre en place les choses, pour mettre en place une conscience du corps, pour que la personne puisse aller avoir le courage d'affronter sa phobie, parce qu'en général, il y a une phobie des organes génitaux, investir son corps, oser se toucher, puis investir sa fonction d'excitation sexuelle au mieux de ce que peut donner son corps. Et là, tout d'un coup, la réalité de ce corps peut se faire jour pour le patient. Quelque chose qu'il n'a évidemment jamais expérimenté comme ça. Et alors il y a tout un travail évidemment de confortation dans ce que ça veut dire que de vivre tout d'un coup en se sentant en agrément avec son corps. C'est pas juste l'aspect sexuel et autres, c'est tout l'aspect psychologique qui va avec, c'est apprendre à être de ce sexe. Mais disons, vous avez exactement la même chose quand vous faites l'autre. C'est-à-dire c'est apprendre à gérer un corps transformé. Alors, entre les deux, quel est le plus compliqué? Je vous laisserai la réflexion. Maintenant, on voit tout d'un coup émaner de milieux qui sponsorisent ça. Je ne sais pas vraiment qui ils sont, mais enfin, c'est une explosion actuellement de dire le genre, c'est pas du tout fixé. Il n'y a pas que des hommes et des femmes. Il y a une sorte
il y a un nombre de catégories incroyables dans lesquelles sont noyés les hommes et les femmes. Il y a une efflorescence et un soutien politique à ce genre de discours qui est étonnant. Je trouve ça complètement étonnant. On n'est plus du tout dans la science. Et alors, les médecins, mes collègues, ne connaissent pas la question. On ne peut même pas parler autrement parce que sinon, alors on est tout de suite taxé de transphobe ou d'homophobe ou je ne sais pas quoi. Moi, j'ai été taxé de ce genre de vocabulaire. Dès lors qu'on n'est pas dans cette forme de doxa, c'est qu'on s'attaque à notre personne et non pas à notre pensée. Manifestement, on manque d'informations, d'où ma tentative d'apporter une autre information, évidemment dissonante par rapport au discours ambiant, mais je pense qu'enfin, c'est quand même la moindre des choses qu'on puisse dire, écoutez, moi j'ai d'autres évidences, d'autres explications, et puis on peut faire autrement que de dire il faut opérer le plus vite possible les enfants, et puis en plus enlever la garde de la part des parents. Je veux dire, je suis affolé de ce qu'on entend qui se passe. C'est des actions, mais qui sont basées sur quelle évidence ? Mais sur quelle évidence on se base ? Et une version plus longue de cette intervention sera diffusée d'ici quelques minutes sur notre chaîne NTD. Elle sera disponible dans son intégralité dès dimanche sur la chaîne YouTube Nouvel Angle pour NTD. Un rapport controversé affirme que le plus grand système de santé catholique américain a financé et pratiqué des chirurgies transgenres et des avortements au mépris des enseignements catholiques traditionnels. Daniel Monaghan de NTD s'est entretenu avec le fondateur et président de l'Institut Lepanto. L'Institut Lepanto est une organisation catholique de recherche et d'éducation fondée par Michael Ishborn en 2020. Je mène des enquêtes sur les organisations caritatives et j'aide les gens à comprendre quelles sont celles auxquelles on peut faire des dons en toute sécurité et quelles sont celles qui ne le peuvent pas parce qu'elles soutiennent l'avortement, la contraception, l'homosexualité, le transgenrisme ou le marxisme. Ce mois-ci, l'Institut a publié un rapport qui prétend dénoncer l'organisation catholique Common Spirit Health. Non seulement Common Spirit Health possède un hôpital au sein de son réseau, l'hôpital Mémorial Saint-Francis, qui pratique des opérations chirurgicales sur des personnes transgenres, mais il fournit également des traitements hormonaux à des personnes qui ne sont pas en mesure d'exercer leur droit de vote. Il fournit des traitements hormonaux aux personnes qui souhaitent effectuer une transition et il fournit des bloqueurs de puberté aux enfants. Après avoir creusé un peu, Ishborn dit avoir découvert d'autres faits qu'il trouve troublants. Nous avons également découvert que Common Spirit Health offre à ses employés un programme de prestations de santé qui couvre les opérations de changement de sexe, les traitements hormonaux et les bloqueurs de puberté pour les enfants. Selon lui, Common Spirit Health a également collecté des millions de dollars pour l'hôpital Saint-Francis Mémorial en vue de l'acquisition d'une unité chirurgicale robotisée, capable de prodiguer les opérations chirurgicales incluant le changement de sexe. Le PDG de Common Spirit a publié un article sur LinkedIn dans lequel il explique qu'il est très fier que Common Spirit Health ait pratiqué ces procédures d'affirmation de genre et se soit engagé dans l'idéologie LGBTQ et l'ait promue. Ainsi, de la base au sommet, l'ensemble du réseau agit complètement à l'encontre de l'enseignement catholique. Le directeur de l'Institut se dit à la fois attristé et horrifié par le déclin moral de certaines factions de l'Église catholique. Sa mission est de s'assurer que ceux qui agissent au nom de l'Église le font conformément à ses enseignements. Ishborn affirme que Common Spirit bénéficie des avantages de l'Église sous la forme d'énormes déductions fiscales. L'Institut Lepanto demande qu'on lui retire son identité catholique, une décision qui ne peut venir que du Vatican lui-même. Je pense que les évêques devraient non seulement agir pour tenter d'enlever à Common Spirit son identité catholique, mais aussi travailler dur pour s'engager dans des actes publics de réparation et de pénitence pour les pratiques abominables qui se déroulent au nom de l'Église. Ishborn est horrifié par ce que l'on a fait aux enfants. La première règle du serment d'Hippocrate est de ne pas nuire, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mutilent les organes génitaux, ils brisent des parties du corps qui sont saines et ils détruisent des systèmes reproductifs qui sont sains et en pleine croissance. Ils s'engagent donc dans la destruction de la personne humaine. NTD a contacté Common Spirit Health mais n'a pas reçu de réponse à temps pour la diffusion. Daniel Monaghan, NTD Actualité.
Hier matin, la Commission des voix et moyens de la Chambre américaine des représentants a voté en faveur de la publication des transcriptions du témoignage d'un lanceur d'alerte de l'IRS, les impôts américains. D'après le témoignage, le gouvernement a accordé un traitement préférentiel au fils du président Hunter Biden. Arlene Richards, correspondante juridique de NTD, en explique les détails. À l'issue d'une audience à huis clos ce matin, les membres de la Commission des voix et moyens de la Chambre des représentants ont voté par 25 voix contre 18 en faveur de la publication des transcriptions des témoignages des dénonciateurs de l'IRS. Tous les démocrates de la Commission ont voté contre la publication. Lors de la conférence de presse qui a suivi le vote, le président Jason Smith a déclaré: Je peux maintenant confirmer que nous avons des témoignages crédibles qui dénoncent une mauvaise conduite et des abus du gouvernement, se traduisant par un traitement préférentiel pour le fils du président, Hunter Biden. Lundi, le ministère de la Justice a annoncé que Hunter Biden avait accepté de plaider coupable pour 2 délits fiscaux fédéraux et qu'il serait mis à l'épreuve. Les législateurs républicains ont déclaré qu'il s'agissait d'une simple tape sur les doigts. Smith a déclaré que les entretiens avec les dénonciateurs portaient sur 3 domaines. Premièrement, le gouvernement fédéral ne traite pas les contribuables de la même manière lorsqu'il applique les lois fiscales. Deuxièmement, les dénonciateurs affirment que l'intervention du ministère de la Justice de Biden outrepasse ses compétences dans le cadre de l'enquête sur le fils du président. Et troisièmement, ces dénonciateurs affirment qu'ils ont subi des représailles presque immédiates. Il a expliqué les crimes fiscaux de Hunter. Ces crimes fiscaux couvrent un montant estimé à 2,2 millions d'impôts non déclarés sur les flux de revenus mondiaux versés à Biden et à ses associés en provenance d'Ukraine, de Roumanie et de Chine, pour un total de 17,3 millions de 2014 à 2019. Biden a personnellement reçu 8,3 millions de dollars de paiements étrangers détaillés par le dénonciateur, dont 664 000 de la société chinoise State Energy, HK, un gros diamant d'une valeur de 80 000 dollars et une Porsche d'une valeur de 142 000 dollars. Smith a déclaré qu'il avait d'autres personnes à qui il devait parler, mais qu'il continuerait à suivre les faits. Les milliardaires de la technologie Elon Musk et Mark Zuckerberg se sont mis d'accord pour organiser un combat en cage après une série de messages sur les réseaux sociaux mercredi soir. Le PDG de Tesla, Musk, a posté un tweet disant qu'il était prêt pour un combat en cage avec Zuckerberg. Le PDG de Meta, Zuckerberg, a ensuite posté une capture d'écran du tweet de Musk sur ses stories Instagram avec une légende disant « Envoyez-moi la localisation ». Musk a alors répondu par l'Octogone de Vegas. L'Octogone est l'endroit où se déroulent les compétitions de l'Ultimate Fighting Championship à Las Vegas. Musk a déclaré « Je ne fais presque jamais de sport sauf pour soulever mes enfants et les lancer en l'air ». Il a également écrit « J'ai un super mouvement que j'appelle le morse où je m'allonge sur mon adversaire et ne fais rien ». Mais Zuckerberg semble être en bonne forme pour relever le défi après avoir récemment remporté sa première compétition de Jiu-Jitsu. Un porte-parole de Meta a déclaré que le message de Zuckerberg n'était pas une blague. Cet échange fait suite à des rumeurs selon lesquelles Zuckerberg se préparait à créer une nouvelle application pour rivaliser avec Twitter. Et maintenant, un avenir incertain. L'ancien président du Brésil, Jair Bolsonaro, risque d'être banni de la vie politique pendant 8 ans. Il est accusé d'avoir abusé de son pouvoir en remettant en cause le système électoral du pays. Sam Wang de NTD nous informe des dernières nouvelles. Hier au Brésil, un procès s'est ouvert dans la capitale Brasilia. L'avenir de l'ancien président brésilien est désormais entre les mains du tribunal électoral fédéral du pays. Aujourd'hui, comme vous le savez, mon procès commence. En fait, mon procès politique et l'intention la plus basse de la part de certains, je n'attaque pas ici le tribunal électoral, mais le fondement du procès est quelque chose d'incroyable. Bolsonaro a convoqué un groupe d'ambassadeurs étrangers en juillet. Devant eux, il a mis en doute la fiabilité des machines à voter brésiliennes. La réunion a été diffusée en direct à la télévision, ainsi que sur d'autres plateformes médiatiques telles que YouTube, Facebook et Instagram. Le procès visera à déterminer s'il s'agit d'un abus de pouvoir. S'il est reconnu coupable, Bolsonaro ne pourra pas faire de retour en politique pendant les 8 prochaines années.
L'issue du procès sera déterminée par un vote à la majorité des 7 juges du tribunal. Les opposants affirment que l'objectif de la réunion était d'alimenter le scepticisme à l'égard d'une élection qu'il avait perdue. L'ancien président a nié cette accusation, affirmant que l'intention n'était pas à des fins électorales. Il a ajouté qu'un président a tout à fait le droit de jeter le doute sur le système électoral du pays. L'avocat de Bolsonaro a déclaré que l'affaire était, je cite, truffée de mensonges idéologiques. L'année dernière, l'ancien président a perdu les élections face à son rival libéral Lula avec une marge étroite de 1,6%. Pour discuter de ce qu'attend Bolsonaro, je me suis entretenu avec Marcos Chodgues, rédacteur en chef d'Epoch Times Brésil. Ses partisans ne le soutiennent plus autant qu'avant, et il n'est pas aussi franc que par le passé. Je pense donc que ce qu'il attend, c'est de s'éloigner un peu des tendances actuelles de la politique brésilienne. Chodgues a comparé la base de Bolsonaro aux partisans de Trump. Il y a donc des similitudes et je pense que la principale est l'accusation d'une possible militarisation du système judiciaire. C'est quelque chose dont les partisans de Bolsonaro ont parlé. Outre cette affaire, Bolsonaro fait actuellement l'objet de plusieurs autres enquêtes, et certaines, s'il est reconnu coupable, pourraient le conduire derrière les barreaux. Bolsonaro est critiqué depuis les manifestations du 8 janvier à Brasilia, où ses partisans ont pris d'assaut le Congrès du pays, en raison de leur méfiance à l'égard des machines à voter brésiliennes. Face à la polarisation de l'électorat, l'ancien président reste ferme dans ses affirmations, insistant sur le fait que l'élection a été truquée. Les pizzas et les pâtes étaient autrefois simples et bon marché, mais les chefs qui participent au Salon européen de la pizza et des pâtes à Londres affirment que les coûts des ingrédients de base, comme la farine et les tomates, ont doublé au cours de l'année dernière. Andrew Thomas de NTD nous en dit plus sur la crise des glucides. Giulio Abuzzi fait des pizzas depuis 10 ans. Selon lui, le prix du blé a doublé l'année dernière. C'est trop pour qu'il puisse le répercuter sur ses clients. Le problème, c'est qu'on ne peut pas doubler le prix final de la pizza pour les clients. C'est donc le côté délicat de la chose. Marco Fuzzo dirige une entreprise de conseil en matière de pizza. Il est l'un des pizzaiolos les plus connus du salon. Il affirme que tous ces ingrédients sont devenus plus chers. Il y a eu une augmentation massive, non seulement de la farine, mais aussi des tomates, de la mozzarella et de tous les produits liés à la pizza. Les tomates se sont raréfiées au début de l'année 2023, ce qui a fait grimper les prix. Pour certains, cette hausse constitue une menace existentielle pour leur entreprise. Il est toujours très difficile de continuer à fonctionner. Mon entreprise est ouverte depuis 30 ans et elle a connu de nombreuses périodes difficiles depuis 1993. Mais celle-ci est la plus difficile de toutes. Le Salon européen de la pizza et des pâtes fait partie du Salon méditerranéen de l'alimentation et des boissons. L'organisatrice Claudia Galetta estime que les fabricants de pizza sont dans une situation convenable, malgré la hausse des prix des ingrédients de base. La pizza est très facile à partager. Par conséquent, sa vente est toujours possible. Elle n'est pas purement mise de côté et est vraiment appréciée. Ils doivent donc saisir leur chance et surfer sur cette vague, car c'est ce qui se passe en ce moment. De nombreux chefs et restaurateurs présents au salon espèrent que l'année à venir sera plus stable et faire sauter une bouteille de Prosecco pourrait porter chance. Andrew Thomas, NTD Actualité. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez suivre tous les programmes de NTD sur Ganjin World, la plateforme 100% propre, en tapant www.ganjin.com/fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous, et de la part de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.